Il y a 8 ans, leurs jumeaux albinos ont été enlevés alors qu'ils étaient sous la garde de leur nounou. Les deux parents, dévastés, étaient en quête de réponse. Les autorités craignaient le pire, compte tenu de la maladie rare des enfants, les albinos étant souvent ciblés par les trafiquants en raison de leurs traits caractéristiques. Au fil des ans, faute de nouvelles pistes, l'espoir s'est estompé pour toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Mais un dimanche, lors d'une messe, la mère et le père ont été témoins d'une scène choquante, qui allait tout changer. Avant de plonger dans cette histoire captivante, dites-nous où vous regardez la vidéo aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. La douce lumière dorée d'un dimanche matin filtrait à travers les rideaux transparents du modeste salon d'Adharma à Saint-Louis, dans le Missouri. À 45 ans, Adharma s'était habituée à la solitude silencieuse qui régnait chez elle. Mais ce jour-là, ce silence était rompu par le ton pressant de sa propre voix lorsqu'elle parlait au téléphone. « Oui, officier, je comprends, » dit-elle, ses doigts effleurant distraitement le tissu usé de son fauteuil. Mais cette voisine, ses menaces s'intensifient. Elle a dit qu'elle brûlerait la maison de la sorcière, ma maison. La voix d'Adharma tremblait légèrement, trahissant la peur qu'elle s'efforçait de contenir. L'agent à l'autre bout du fil lui assura qu'il rendrait visite au voisin et lui adresserait un avertissement. Adharma hocha la tête, même si elle savait que son geste ne passerait pas inaperçu. Alors que la conversation touchait à sa fin, une douleur familière s'empara de sa poitrine, la douleur omniprésente de la perte qui l'avait accompagnée de manière constante pendant des années. « Attendez, s'il vous plaît » intervint-elle, empêchant l'agent de raccrocher. Puis, raffermissant son souffle et son ton, elle ajouta, « Je sais que j'étais au poste la semaine dernière, mais y a-t-il des nouvelles de mes fils disparus ?» Le silence qui suivit fut pesant, chargé d'excuses tacites et d'un espoir vacillant. Lorsque l'officier prit enfin la parole, ses paroles étaient douces, mais dénuées des nouvelles qu'Adharma désirait tant entendre. « Je suis désolé, mademoiselle Katé. Il n'y a aucune piste pour le moment. » Adharma le remercia doucement et reposa le combiné sur son support. Un instant, elle resta immobile, la main posée sur le téléphone comme si c'était une bouée de sauvetage pour ses enfants perdus. Le tic-tac de la vieille horloge sur la cheminée sembla s'amplifier dans le silence qui suivit, chaque seconde rappelant le temps écoulé depuis la dernière fois qu'elle avait tenu ses garçons dans ses bras. « Mes petits garçons » murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je sais que vous êtes quelque part. Je ne cesserai jamais de vous chercher. » D'un pas mesuré, elle traversa la pièce jusqu'à une commode ancienne qui se dressait en sentinelle dans un coin. Son bois sombre était poli par les années, chaque éraflure, chaque bosse témoignait de l'histoire dont il avait été témoin. Les doigts pâles d'Adharma, contrastant avec la profondeur de l'acajou, tracèrent le contour du tiroir du haut avant de l'ouvrir délicatement. À l'intérieur, nichée parmi des papiers décolorés et des bibelots oubliés, se trouvait une collection de photographies chacune offrant une fenêtre sur une époque plus heureuse, des instants figés sur du papier glacé auquel Adharma tenait de tout son cœur. Elle sortit un portrait de famille, au contour adouci par des années de manipulation. Ils étaient là, immortalisés dans un instant de perfection, elle-même, son ex-mari Elliot et leurs jumeaux Amari et Ibrahim. La gorge d'Adharma se serra en contemplant l'image, se remémorant le chaos de cette journée avec une clarté douce amère. « Petit singe » murmura-t-elle en traçant du doigt les contours des visages des garçons. « On a mis plus de temps à vous habiller qu'à prendre la photo. » Le souvenir était vif, le rire des garçons résonnait dans la maison, le soupir exaspéré d'Elliot qui les poursuivait avec des peignes et des chemises propres, et sa propre détermination à immortaliser ce moment de bonheur familial. Aujourd'hui, avec le recul, elle aurait aimé pouvoir figer le temps, les garder tous ensemble et en sécurité en cet après-midi ensoleillé. Des larmes montèrent aux yeux d'Adharma et coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle mit le portrait de famille de côté et prit une autre photo, celle d'elle, beaucoup plus jeune et rayonnante d'espoir. Elle y était debout devant la statue de la liberté, le visage illuminé par la promesse d'un nouveau départ. Le contraste entre cette jeune femme et la femme qu'elle était devenue était saisissant. À l'époque, fraîchement arrivée aux États-Unis en 2014, elle se sentait invincible.
Après des années de peur et de clandestinité en Afrique où les albinos comme elle étaient traqués pour leurs organes, l'Amérique lui avait semblé un sanctuaire. L'esprit d'Adharma repensa à son enfance, les déplacements incessants, les avertissements de son défunt père sur les dangers qui guettaient chaque village. Elle entendait encore sa voix pressante et feutrée parler des chasseurs ou des hommes qui chassaient les albinos, les vendant comme esclaves ou aux prêtres des villages pour des rituels. Mais nous avons échappé à tout cela, murmura-t-elle à son jeune moi sur la photo. Nous avons trouvé la sécurité ici. Et pendant un temps, cela avait été vrai. Elle avait rencontré Elliot, était tombée amoureuse, avait déménagé dans le Missouri et avait donné naissance à 2 magnifiques garçons albinos. Pendant 2 années de bonheur, ils avaient vécu la vie dont elle avait toujours rêvé, heureux, en sécurité et sans peur. Mais vint ensuite cette nuit fatidique, un rendez-vous galant avec Elliot, laissant les jumeaux à la nounou en qui ils avaient eu confiance, et, à leur retour, ils avaient disparu sans laisser de traces. Les recherches frénétiques, les investigations interminables, l'espoir qui s'amenuisait chaque jour, les doigts d'Adharma se crispèrent sur la photographie, froissant ses bords. La douleur de cette perte avait brisé son mariage, les laissant, elle et Elliot, aussi brisés que la famille qu'ils avaient autrefois formée. Avec une profonde inspiration tremblante, Adharma rangea les photos dans le tiroir de la commode. Son regard se porta vers la croix et le chapelet suspendu au-dessus, témoin silencieux de sa souffrance et de sa foi inébranlable. « Seigneur, commença-t-elle d'une voix à peine audible, veille sur mes fils. Ramène-les-moi à la maison et donne-moi la force de continuer à croire, de continuer à chercher, peu importe le temps que cela prendra. » Tandis qu'elle baissait la tête pour prier, Adharma sentit un mélange familier de chagrin et d'espoir l'envahir. C'était un sentiment qu'elle avait appris à connaître au fil des ans, la douleur de la perte tempérée par la conviction inébranlable qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, sa famille serait à nouveau réunie. Le doux carillon de l'horloge signala la fin de sa prière, un doux rappel que le monde continuait de tourner, même si son cœur restait prisonnier de ce moment de perte. Après un dernier regard prolongé à la commode et à son précieux contenu, Adharma se détourna. Soudain, la sonnerie stridente du téléphone interrompit le silence de la maison, la tirant de son moment de réflexion. Elle se dépêcha de répondre. Lorsqu'elle décrocha le combiné, une voix familière lui parvint à l'oreille. « Adharma, j'ai essayé de joindre ton portable, » dit Elliot d'une voix inquiète. La main libre d'Adharma se porta à son front tandis qu'elle réalisait. « Oh, Elliot, » répondit-elle, se souvenant soudain de leur rendez-vous. « Je suis vraiment désolé, j'ai laissé mon téléphone dans la chambre. Il y a eu un incident avec le voisin ce matin, et j'ai été distraite. » Elle pouvait entendre le changement dans la respiration d'Elliot, la légère inspiration qui signalait son inquiétude croissante. Encore le voisin. Son ton s'est durci. Que s'est-il passé cette fois? Adam soupira, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. La surface fraîche la calma tandis qu'elle racontait les événements de la matinée. Elle a menacé de brûler ma maison. Elliot l'appelait la maison de la sorcière parce que je suis albinos. J'ai dû appeler la police. Bon sang, Adama. La frustration d'Elliot était palpable, même au téléphone. Elle pouvait presque le voir passer la main dans ses cheveux, un geste si familier depuis leurs années ensemble. Combien de fois t'ai-je dit de quitter cet endroit? Tu n'y es pas en sécurité. Ces mots restèrent en suspens entre eux, chargés d'inquiétude et d'un passé de conversation similaire. Les doigts d'Adama traçaient les motifs sur le comptoir, sa voix s'adoucissant lorsqu'elle répondit, « je sais, mais cette maison, c'est tout ce qui me reste de notre vie ensemble, des garçons. » Un lourd silence s'installa entre eux, chargé d'un chagrin partagé et de regrets inexprimés. Lorsqu'Elliot reprit la parole, sa voix était plus douce, teintée de la compréhension issue d'années de douleurs partagées. « Je comprends, mais ta sécurité est plus importante que tes souvenirs, Adama. Tu le sais, n'est-ce pas? » Oui, murmura-t-elle, bien que son cœur se révoltât contre la simple idée de partir. Elliot s'éclaircit la gorge, changeant de sujet. « Bref, je t'appelais pour notre rendez-vous. Tu viens toujours? » Adama jeta un coup d'œil à l'horloge sur le mur,
ses aiguilles semblant se moquer de son oubli. Je suis vraiment désolé, Elliot. Avec tout ce qui s'est passé ce matin, j'avais complètement oublié. On peut quand même se voir? Bien sûr, répondit Elliot, la chaleur revenant dans sa voix. Une chaleur qui, malgré tout ce qu'ils avaient traversé, avait encore le pouvoir de la réconforter. Et si on se retrouvait à notre endroit habituel dans 15 minutes? C'est à peu près à mi-chemin. Parfait, acquiesça Adama, se dirigeant déjà vers sa chambre pour se changer. Je t'apporterai les derniers rapports que j'ai reçus. Peut-être avons-nous oublié quelque chose. En raccrochant, Adama sentit un mélange familier d'espoir et d'effroi s'installer dans son estomac. Ses rencontres avec Elliot, autrefois source de réconfort dans leur chagrin commun, étaient devenues des rappels doux amers de tout ce qu'ils avaient perdu et pourtant, elle s'y accrochait, espérant qu'un jour ils découvriraient l'indice qui les mènerait à leur fils. Dans sa chambre, Adama changea rapidement de vêtements, choisissant un chemisier et une jupe modeste qui couvraient la majeure partie de sa peau pâle. Même après des années passées aux États-Unis, elle ressentait encore le besoin instinctif de se protéger des regards indiscrets. Elle rassembla les rapports de police et les divers documents accumulés au cours de ses recherches inlassables pour retrouver les jumelles, et les rangea dans une chemise en cuir usé. En sortant de la maison, la lumière vive du soleil la fit plisser les yeux. Elle fouilla dans son sac à main à la recherche de ses lunettes de soleil où son albinisme rendait ses yeux particulièrement sensibles. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose caché sous l'essuie-glace de sa voiture. Pressentie, Adama s'approcha de sa voiture. Le papier flottait légèrement au vent comme un papillon pris au piège. Elle le décrocha de dessous le balai. Son souffle se bloqua tandis que des lignes grossières formaient l'image caractéristique d'une silhouette sans membre planant au-dessus de ce qui semblait être un chaudron bouillonnant. Les mains d'Adama tremblaient tandis qu'elle froissait le dessin offensant. Son regard parcourut la rue, pour finalement se poser sur une silhouette quelques maisons plus loin, la vieille femme qui la tourmentait depuis des semaines. Le regard de la voisine était empli d'un mélange de peur et de haine qu'Adama avait trop souvent vu, ici comme dans son pays natal. Prenant une grande inspiration pour se calmer, Adama jeta le papier froissé dans une poubelle à proximité. Elle ne se laisserait pas décourager par ce nouvel acte de cruauté. Elle avait une réunion à assister, un objectif à atteindre. En montant dans sa voiture et en démarrant le moteur, Adama pria silencieusement pour trouver la force, non seulement d'affronter les difficultés de la journée, mais aussi de poursuivre la recherche apparemment interminable de ses fils bien-aimés. Tandis qu'Adama parcourait les rues familières en direction du café, son esprit était parcouru d'un mélange tumultueux d'émotions. L'incident avec sa voisine lui avait laissé un goût amer, ravivant les souvenirs des persécutions subies dans son pays natal. Quelle cruelle ironie que, même ici, dans ce pays qu'elle avait autrefois considéré comme un sanctuaire, elle soit encore confrontée à tant d'ignorance et de haine. Si seulement elle savait, murmura Adama, les jointures blanches sur le volant. Si seulement elle pouvait comprendre la douleur. Mais aussi vite que la colère montait en elle, Adama sentit la fraîcheur de son collier en forme de croix contre sa peau. C'était un rappel constant de sa foi, un lien tangible avec les croyances qu'il avait soutenues dans ses heures les plus sombres. Prenant une profonde inspiration, elle relâcha consciemment sa prise sur le volant. La vengeance appartient à Dieu, murmura-t-elle, ces mots familiers apaisant son esprit tourmenté. Pas à moi. Le trajet lui parut plus court que d'habitude, l'esprit occupé par la réunion à venir. En arrivant sur le parking du café, elle aperçut la voiture d'Elliot déjà là. Il se tenait à côté, sa grande silhouette facilement reconnaissable, même de loin. Adama gara sa voiture et en sortit, lissant sa jupe en direction de son ex-mari. Malgré les années et la douleur qui les avait séparés, la vue d'Elliot réveillait en elle un mélange complexe d'émotions. Adama, la salua Elliot d'une voix chaleureuse malgré la tension dans ses épaules. Content de te voir. Toi aussi, Elliot, répondit-elle avec un léger sourire. Merci d'avoir attendu. Alors qu'il se tournait pour entrer dans le café, un mouvement attira l'attention d'Adama. Son cœur se serra en reconnaissant la silhouette voûtée qui sortait d'une voiture de l'autre côté du parking, c'était sa voisine, la même femme qui la harcelait depuis des semaines.
Elliot, murmura Adama d'un ton pressant en lui saisissant le bras, cette femme là-bas, c'est elle qui me menace. Elle a dû me suivre jusqu'ici. La posture d'Elliot se raidit alors qu'il regardait dans la direction indiquée par Adama. Es-tu sûr? Adama hocha la tête, sans quitter la vieille femme des yeux. Bien. Que devons-nous faire? Ne t'inquiète pas, dit Elliot d'une voix basse et rassurante. On est dans un lieu public, et je suis là avec toi. Elle essaie probablement juste de t'intimider. Allons à l'intérieur. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée du café, Adama ne pouvait se débarrasser du sentiment de malaise qui l'envahissait. Ça empire, confia Adama. Ce matin, j'ai trouvé un horrible dessin sur ma voiture, une silhouette sans membre au-dessus d'un chaudron. On dirait qu'elle me voit vraiment comme une sorcière. La mâchoire d'Elliot se serra visiblement. Adama, c'est exactement pour ça que je te dis de déménager. Tu dois trouver un endroit sûr où vivre. Ces mots frappèrent Adama comme un coup de poing, la ramenant à son enfance en Afrique. Combien de fois avait-elle entendu son père prononcer ces mots précis alors qu'il fuyait d'un village à l'autre, toujours en avance sur ceux qui leur voulaient du mal? Je sais, dit-elle doucement, incapable de soutenir le regard inquiet d'Elliot. Je sais que tu as raison. C'est juste que, ce n'est plus aussi simple qu'avant. En entrant dans le café, l'odeur familière du café et des viennoiseries les enveloppa. Ils trouvèrent une table dans un coin tranquille, loin des fenêtres et des regards indiscrets de la vieille dame. Adama? La voix d'Elliot la frappa de ses pensées. Tu vas bien? Il tendit la main par-dessus la table, la frôlant sans jamais vraiment la toucher. Je sais que cela a été difficile, a-t-il poursuivi, mais nous ne pouvons pas laisser ces revers nous éloigner de ce qui compte vraiment. Adama hocha la tête et se redressa sur sa chaise. Elliot avait raison. Ils étaient là pour une raison, et elle ne pouvait pas laisser ses problèmes personnels éclipser leur mission. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit le dossier qu'elle avait apporté et étala les documents devant eux. Tu as raison, dit-elle d'une voix plus forte. Concentrons-nous sur l'essentiel, retrouver nos garçons. Le café résonnait des conversations discrètes des autres clients. Mais pour Adama et Elliot, le monde s'était réduit aux documents étalés devant eux sur la petite table. Chaque papier, chaque photo, représentait un fil conducteur dans la complexe tapisserie de leur recherche pour retrouver leur fils disparu. Les doigts d'Adama tremblaient légèrement lorsqu'elle sortit le dernier rapport. L'information la plus concrète dont nous disposons reste les images de vidéosurveillance en Tanzanie, dit-elle d'une voix basse et intense. Mais la police a mentionné un appel reçu à peu près au même moment. Quelqu'un prétendait avoir vu l'un des garçons dans l'Iowa. Elliot fronça les sourcils tandis qu'il se penchait pour examiner le rapport. L'Iowa? Ça n'a aucun sens. La distance, le timing. Comment ont-ils pu se retrouver à deux endroits aussi différents en quelques semaines? La frustration d'Adama transparaissait dans son ton. La police ne pense pas non plus que ce soit une piste crédible, mais on ne peut pas se permettre d'ignorer quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ils épluchèrent les documents, ressassant des informations déjà consultées maintes fois. Chaque détail, aussi infime soit-il, était scruté à nouveau, dans l'espoir désespéré que quelque chose ait pu être oublié. À mesure qu'ils travaillaient, le comportement d'Elliot commença à changer. Ses mouvements devinrent plus agités, sa voix prenant une pointe de colère. « Je n'arrive pas à comprendre, dit-il, le poing serré sur la table. Comment quelqu'un a-t-il pu faire ça? Comment cette nounou a-t-elle pu prendre nos garçons? » Adama leva les yeux, voyant la douleur profondément gravée sur les traits d'Elliot. C'était une douleur qu'elle ne connaissait que trop bien, celle qui avait déchiré leur mariage dans les années qui avaient suivi la disparition des jumeaux. Charlotte Abio, cracha Elliot comme une malédiction, si jamais je la revois, je jure que... Elliot, s'il te plaît, intervint doucement Adama en posant la main sur son poing fermé. Ce genre de raisonnement ne nous aidera pas à retrouver les garçons. Les yeux d'Elliot croisèrent les siens, une tempête d'émotions tourbillonnant en eux. Comment peux-tu être aussi calme, Adama, après tout ce qu'on a traversé? Adama prit une grande inspiration,
son regard se posant sur le collier en forme de croix qui pendait à son cou. Je comprends ta colère, Elliot, crois-moi, je la comprends. Pendant longtemps, j'ai ressenti la même chose. Mais récemment, j'ai retrouvé le chemin de Dieu. Cela m'a apporté une paix que je ne croyais plus possible. Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. Je m'inquiète encore, bien sûr, mais une partie de moi est certaine, comme si je savais au plus profond de mon âme que nous les retrouverions. Ce n'est qu'une question de temps. Elliot retira sa main, son expression étant un mélange d'incrédulité et de frustration. Je suis désolé, Adama. Je ne voulais pas. C'est juste. Où était ton Dieu quand Charlotte a emmené nos garçons? Où est-il maintenant que ce voisin te menace? Un lourd silence s'installa entre eux. Adama sentit une douleur familière dans sa poitrine, la douleur de la perte aggravée par le fossé qui s'était creusé entre elle et Elliot. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais constata qu'elle ne trouvait pas les mots pour combler leur différence de comportement. Finalement, Elliot soupira en passant une main dans ses cheveux. « Je suis désolé, répéta-t-il d'une voix plus douce. Je n'aurais pas dû dire ça. C'est juste que, parfois, on a l'impression qu'on n'est pas plus près de les retrouver qu'au jour de leur disparition. Adama hocha la tête, comprenant trop bien le désespoir qui pouvait les submerger dans des moments comme ceux-ci. Je sais, dit-elle doucement. Mais il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer à y croire, à chercher. Alors qu'il commençait à rassembler les documents, tous deux conscients de n'avoir fait aucun progrès, le regard d'Adama se porta vers la fenêtre. L'église de l'autre côté de la rue attira son attention, sa flèche pointant vers le ciel comme un phare d'espoir. Elliot, dit-elle soudain, une idée lui traversant l'esprit. J'ai raté la messe du matin à mon église habituelle à cause de ce qui est arrivé aux voisins. Veux-tu venir avec moi à la messe ici? Elle commence bientôt. Elliot parut surpris, son regard suivant le sien jusqu'à l'église de l'autre côté de la rue. Un instant, Adama crut qu'il refuserait, mais son expression s'adoucit. Les lignes de colère et de frustration s'estompèrent, remplacées par une réflexion profonde. Tu sais quoi? Pourquoi pas, dit-il finalement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble, en dehors de tout ça. Il désigna les papiers éparpillés sur la table, un sourire contrit aux lèvres. Alors qu'il se levait pour partir, Adama sentit une lueur d'espoir non seulement pour leur recherche, mais aussi pour la possibilité de guérir le fossé qui les séparait. Peut-être pourrait-il trouver, dans le sanctuaire silencieux de l'église, un moment de paix au milieu de la tourmente de leur lutte incessante. Ensemble, ils sortirent du café et s'engouffrèrent dans le soleil éclatant de l'après-midi, l'église les appelant de l'autre côté de la rue. Adama prononça une prière silencieuse de remerciement pour ce petit moment de connexion, même si son cœur restait lourd du poids de la disparition de leur fils. Dans la chanson, hésitante au début mais de plus en plus forte, le son lui fit monter les larmes aux yeux. Depuis combien de temps n'avait-il pas partagé un moment pareil? Soudain, les lourdes portes de l'église s'ouvrirent en grinçant, le bruit résonnant dans la voûte. Ada ouvrit brusquement les yeux, son attention attirée par les retardataires. Un homme en costume impeccable s'avançait dans l'allée centrale, d'un pas décidé et assuré. Derrière lui, deux jeunes garçons, au mouvement plus hésitant, presque mécanique. Au lieu de se glisser discrètement sur un banc du fond comme le feraient la plupart des retardataires, l'homme conduisit les garçons directement au même rang qu'Adama et Elliot, assis juste en face d'eux. La perturbation fut brève, et bientôt le service reprit comme si de rien n'était. Mais Adama sentit son attention attirée à plusieurs reprises par les nouveaux venus, en particulier par les deux garçons. Il y avait quelque chose chez eux qui la touchait profondément, une familiarité qu'elle ne parvenait pas à définir. Leur peau était pâle, presque translucide sous la lumière colorée filtrant à travers les vitraux. Leurs cheveux, une mèche blond-blanc, ressemblaient tellement aux siens qu'elle en avait le souffle coupé. Alors que l'hymne se terminait et que la congrégation s'installait dans ses sièges, Adama se pencha près d'Elliot, sa voix à peine supérieure à un murmure. Ces garçons, souffla-t-elle, le cœur battant la chamade. Ils sont albinos, comme moi. Et leurs bras. Le regard d'Elliot suivit le sien,
son expression se crispant à la vue des deux enfants à la peau pâle. Leurs manches vides pendaient mollement à leurs côtés, rappel brutal et horrifiant de la cruauté qui régnait dans le monde. « Mon Dieu » murmura-t-il, sa voix mêlant choc et tristesse. Que leur est-il arrivé? Adharma sentit une profonde tristesse s'installer dans sa poitrine. C'était une douleur qui dépassait la compassion, touchant ses propres expériences et ses peurs. Ils ont dû être sauvés, expliqua-t-elle doucement, la voix chargée d'émotion. Dans certaines communautés africaines, les albinos sont ciblés pour leurs membres, bras, jambes. On leur prête un pouvoir spirituel, propice à des rituels promettant richesse et succès. Le visage d'Elliot pâlit à ces mots, sa main tendant instinctivement la main vers la sienne. C'est horrible. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens dans un geste d'horreur et de réconfort partagé. Pensez-vous qu'ils ont été amenés ici depuis l'Afrique? Adharma hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais les deux garçons. C'est probable. Les bandages sur leurs bras semblent assez récents. Il existe encore des communautés africaines autochtones ici, mais elles n'oseraient pas pratiquer des rituels aussi extrêmes avec les forces de l'ordre que nous avons. Tandis qu'ils observaient, Adharma ne put s'empêcher de remarquer l'expression vide sur les visages des garçons. Ni joie, ni curiosité, juste un vide obsédant qui en disait long sur le traumatisme qu'ils avaient dû endurer. C'était un regard qu'elle avait déjà vu chez d'autres enfants albinos rencontrés dans des groupes de soutien et des programmes de sensibilisation. Mais il y avait quelque chose de différent chez ces garçons, quelque chose qui la taraudait aux confins de sa conscience. Elliot se déplaçait mal à l'aise à côté d'elle, sa prise sur sa main se resserrant légèrement. Adharma, dit-il doucement, sa voix à peine audible par-dessus les paroles du prêtre, je sais que tu es bien intentionné, mais ce n'est pas poli de les fixer du regard. Cet homme avec eux, probablement leur père, n'apprécierait peut-être pas. Adharma cligna des yeux, soudainement consciente de l'attention avec laquelle elle avait observé les nouveaux arrivants. Tu as raison, dit-elle en reportant son regard vers le devant de l'église. Je suis désolé. C'est juste que, je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'ils ont dû endurer. Tandis que l'office se poursuivait, Adharma essayait de se concentrer sur les paroles du prêtre, sur les rythmes familiers de la messe, mais son esprit revenait sans cesse aux deux garçons albinos. Leur présence éveillait en elle quelque chose de profond, un mélange de compassion, de tristesse et un sentiment inexplicable de connexion. Elle se surprit à prier silencieusement, non seulement pour ses fils disparus, mais aussi pour ces deux inconnus. Quelles que soient les épreuves qu'ils avaient endurées, quelles que soient les cruautés auxquelles ils avaient été confrontés, Adharma espérait qu'ils trouveraient la guérison et la paix dans leur nouvelle vie. Alors que le sermon commençait, la voix du prêtre résonna claire et forte, résonnant sur le plafond voûté. Avant de commencer notre sermon, prenons un moment pour saluer ceux qui nous entourent. Tournons-nous vers nos voisins, serrez-leur la main et accueillez-les dans notre communauté de foi. Adharma sentit un pincement au cœur en réalisant qu'elle allait se retrouver face à face avec les mystérieux nouveaux venus. Elle se leva, lissant sa jupe d'une main tremblante, et se tourna vers l'allée. Elliot serrait déjà la main des personnes derrière eux, d'un air poli mais réservé. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, Adharma s'avança vers les deux garçons. Elle leur tendit la main et leur adressa un sourire chaleureux qui, espérait-elle, les apaiserait. « Que la paix soit avec vous » dit-elle doucement, sa voix à peine audible au-dessus du murmure général des salutations. Mais les garçons ne répondirent pas. Ils restèrent assis, le regard fixé droit devant eux, sans réagir à son salut. C'était comme s'ils la regardaient à travers elle, leur regard fixé sur un point lointain au-delà des limites de l'église. Le vide dans leurs yeux fit froid dans le dos d'Adharma. Ce n'était pas une preuve concluante, elle ne montrait aucun visage, n'indiquait ni date ni lieu, et son origine était invérifiable. Mais il y avait quelque chose dans cette silhouette voûtée, dans son port d'épaule, qui suffisait à convaincre la mère de Mariana. « C'est sa façon de marcher, dit-il. Je le ferai les yeux bandés et je le reconnaîtrai quand même. » Guillermo a essayé de retrouver l'email. Il ne provenait pas d'un compte institutionnel ni d'un domaine connu, c'était une adresse créée le jour même, sans activité antérieure. Le serveur était hébergé à l'étranger. Impossible de savoir qui l'avait envoyé.
juste le fichier, la photo, juste Jacquet 109. À partir de ce moment, les choses se sont compliquées. Le journaliste a été convoqué officieusement par le parquet, qui lui a demandé de coopérer volontairement, afin de ne pas entraver l'enquête. Ils lui ont suggéré, d'un ton amical mais ferme, de cesser de publier des articles sur l'affaire, de cesser de propager des théories infondées et de penser à sa propre sécurité. Guillermo sourit, il ne dit rien. Cette nuit-là, il archiva tout son matériel sur un disque dur externe et le cacha chez un ami, au cas où. Pendant ce temps, la famille de Mariana a décidé de garder le silence dans les médias. Ils ont refusé les interviews, éteint leur téléphone et fermé leur profil. Sa sœur a déménagé dans une nouvelle ville, le père d'Ivan a cessé de répondre aux appels. La mère, cependant, continuait d'écrire. Elle remplissait des carnets de pensées, de dates, de fragments. Elle ne cherchait pas à comprendre, seulement à consigner, comme si elle craignait qu'un jour plus personne ne se souvienne de ce qui s'était passé. C'est un de ces après-midi-là, alors qu'elle triait de vieux documents rangés dans un carton, que la mère a trouvé quelque chose d'inattendu, une lettre non ouverte, à en-tête de la poste locale, datée du 4 mai 2007. Elle n'avait jamais été distribuée, elle ne portait pas de timbre-poste, juste son nom, écrit d'une écriture reconnaissable, celle d'Ivan. L'enveloppe était scellée avec du ruban adhésif. Il l'ouvrit en tremblant. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier, écrite recto verso. Le papier était jauni et l'encre légèrement tachée, mais toujours lisible. On pouvait y lire. Si vous lisez ceci, c'est qu'il y a eu un problème. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je ne sais pas si j'ai réussi à revenir, mais je veux que vous compreniez que ce n'était pas un accident. On a été dévié. Quelque chose s'est interposé. Je ne sais pas ce que c'était, mais on n'était pas les seuls. Mariana était forte, plus forte que moi. Elle a enduré plus que quiconque. Elle ne méritait pas d'être là. J'aurais dû l'être. Elle voulait juste être là avec moi. Je pensais pouvoir la protéger. J'avais tort. La lettre n'avait pas de signature, juste un symbole à la fin, un petit cercle dessiné à la main avec une ligne verticale le traversant. La mère de Mariana a porté la lettre au parquet. Elle a exigé qu'elle soit examinée, enregistrée et versée au dossier. Personne n'a pu expliquer comment elle était arrivée en sa possession des années plus tard. Personne n'a voulu parler du symbole, ils ont simplement pris une copie et la lui ont rendue. Guillermo l'a lue en silence, puis l'a relue encore et encore. Quelque chose dans cette lettre lui semblait familier, non pas le contenu, mais le ton, la manière de la raconter, le rythme. Comme s'il ne s'agissait pas seulement d'un adieu, mais d'un témoignage intentionnel pour consigner qu'autre chose s'était produit, quelque chose au-delà des mots. Au cours des semaines suivantes, il consulta des anthropologues, des sémiologues et d'anciens militaires. Il montra le symbole, personne ne le reconnut officiellement. Mais un vieil historien ayant travaillé sur les dossiers des services de renseignement mentionna quelque chose d'intéressant. Dans les années 1990, certains documents classifiés utilisaient ce même symbole pour signaler des lieux sensibles. Il s'agissait d'un code visuel interne rarement utilisé, réservé au marquage de sites non cartographiés liés à des opérations discrètes. Il apparaissait dans des rapports relatifs à des installations de confinement mobile en zones inhabitées. Si Ivan a dessiné ça, a-t-il ajouté, il savait exactement où c'était. L'hypothèse était alarmante, si le symbole indiquait un établissement non enregistré, si Ivan avait été délibérément détourné, si Mariana était morte parce qu'elle se trouvait au mauvais endroit, alors il ne s'agissait plus d'une disparition, c'était une dissimulation. Guillermo rédigea un rapport détaillé reprenant toutes ses conclusions, l'imprima sur du papier épais, le relia et l'envoya à 3 organisations internationales de défense des droits de l'homme. Il ne s'attendait pas à une réponse immédiate, il voulait simplement que quelqu'un d'autre soit informé, au cas où il lui arriverait quelque chose. La même semaine, il reçut un colis sans adresse de retour. Il s'agissait d'une petite boîte enveloppée dans du papier kraft. À l'intérieur se trouvait un seul objet, une montre-bracelet cassée, arrêtée à 14h19 précise. Le cadran était fissuré mais encore visible,
et un nom était gravé au dos, Ivan Duarte. À côté de la montre, une note écrite au crayon disait: Ce n'est pas la fin, mais c'est la dernière fois que quelqu'un le verra. La boîte ne lui a été livrée ni à son domicile ni à un bureau de poste. Elle a été déposée à la réception du journal où il travaillait des années auparavant, avec des instructions précises, pour Guillermo Tellez, remettre en main propre, ne pas ouvrir. La réceptionniste l'a appelé l'après-midi même. À son arrivée, William comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La boîte ne dégageait ni odeur particulière, ni poids, ni trace suspecte, mais lorsqu'il la prit dans ses mains, il ressentit un étrange frisson, comme si ce n'était pas un objet, mais un adieu. L'horloge était cassée, arrêtée à 2h19, avec une fissure diagonale sur le cadran. Il n'y avait ni sang, ni boue, ni sable, mais elle était sale. Et le message, plus qu'un message, ressemblait à une phrase. Guillermo apporta l'objet chez un horloger de confiance et lui demanda de ne pas le nettoyer, mais simplement de l'examiner. L'homme, âgé de plus de 70 ans, examina le mécanisme à la loupe et dit quelque chose d'inquiétant. Ce n'est pas la batterie qui l'a arrêtée. Elle a été violemment heurtée de l'extérieur, comme si quelqu'un l'avait percutée. Le soir même, le journaliste réécouta l'enregistrement des Ivan. Il l'avait mémorisé, mais il avait besoin de le ressentir à nouveau, il voulait savoir s'il y avait de la peur, de la culpabilité ou de la fatigue. À la troisième écoute, il perçut quelque chose qu'il avait jusque-là négligé. En arrière-plan, presque imperceptible, un bruit répétitif. Ce n'était ni du vent ni un coup, c'était un bourdonnement mécanique intermittent, comme une machine fonctionnant à un rythme régulier. Il l'a isolé, amplifié, et c'est alors qu'il a compris, le son était réel, et non naturel. Il a décidé de partager le fragment avec une experte en acoustique médico-légale basée au Canada. Il lui a envoyé l'audio sous un pseudonyme, accompagné d'une histoire fictive. Des semaines plus tard, elle lui a répondu par un rapport bref mais convaincant. Le modèle sonore correspond à celui des générateurs électriques souterrains, généralement situés dans des installations isolées ou des centres de stockage autonomes. Aucune faune ni condition naturelle ne reproduit ce type de vibration à cette fréquence. Cette confirmation l'a paralysé pendant quelques minutes, car si Ivan avait enregistré sa voix dans un tel environnement, alors il était enfermé et l'est probablement toujours. Pendant ce temps, le groupe de recherche ratissait le désert. À chaque pas, il découvrait de nouveaux restes, des bouteilles fondues par le soleil, des vêtements manquants, des ossements d'animaux confondus avec des ossements humains, mais rien de concluant, rien d'éhivant, jusqu'à ce qu'un volontaire tombe sur un couvercle métallique rond et rouillé, à moitié enterré. Ils la sortirent avec précaution. En contrebas, un escalier menait à une structure oubliée, un conteneur englouti de 5 mètres de long sur 2 de large, complètement vide. Aucun objet, aucune odeur, juste des parois métalliques marquées de mots écrits avec un ongle ou une pierre, silence, arrête. M, et enfin, 109. Il n'y avait pas de corps, mais une présence, une sensation dense et immobile, comme si l'air refusait de circuler à l'intérieur. Ils ont mesuré les coordonnées, ont fait des rapports, mais personne n'est venu, ni police, ni soldat. Personne n'a répondu, personne n'a nié, juste le silence. Guillermo a publié un autre article, son dernier, non pas sur son blog, mais sur papier. Il l'a diffusé par courrier, par boîte aux lettres, via des réseaux de confiance. Il l'a intitulé L'ombre de Collam. Il y racontait les événements sans fioriture, la disparition, le corps de Mariana, l'appareil photo avec les photos, la voix des Ivan, la lettre, la montre, le récipient vide. Il ne pointait pas du doigt, ne réclamait pas justice, il écrivait simplement une phrase à la fin. Cela semble plausible. La dernière fois que vos fils ont été vus, c'était sur une vidéosurveillance en Tanzanie. Il est très peu probable qu'ils réapparaissent soudainement ici. Adama sentit son cœur se serrer, mais elle refusa d'abandonner. S'il vous plaît, inspecteur Grant, implora-t-elle. Il y a toujours une possibilité dans ce genre de cas. Vous devez prendre cela au sérieux. Le détective soupira, un soupir lourd de conséquences après des années passées à gérer des parents désespérés et des pistes sans issue.
As-tu relevé la plaque d'immatriculation de la voiture? As-tu une idée de l'endroit où il pourrait aller? Le silence d'Adama lui suffisait. Elle pouvait presque entendre les épaules du détective s'affaisser à l'autre bout du fil. Je suis désolé, Madame Katé, dit-il, mais sans information plus concrète, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais noter cela dans les journaux système. Sa voix s'interrompit, laissant planer entre la futilité de la situation. Alors qu'Adama terminait l'appel, elle se tourna vers Elliot, son expression étant un mélange de détermination et de désespoir. « On est seul, dit-elle doucement. On va devoir trouver par nous-mêmes. » Elliot hocha la tête, la mâchoire serrée avec détermination. « Commençons par l'église, suggéra-t-il. Peut-être que quelqu'un là-bas sait quelque chose sur cet homme et ses garçons. » Ils retournèrent à l'église, où les derniers rescapés de la cérémonie serraient la main du pasteur près de l'entrée. Adama et Elliot attendirent patiemment, observant la foule s'éloigner lentement, les laissant seuls avec l'homme à l'air bienveillant en robe cléricale. Alors que le dernier paroissien partait, Adama et Elliot se sont approchés du pasteur, qui s'est tourné vers eux avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, dit-il d'une voix riche et réconfortante. Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Je suis le pasteur Samuel Dodd. » Adama et Elliot se présentèrent, puis hésitèrent, ne sachant comment aborder le sujet de l'homme mystérieux et des garçons albinos. Finalement, Adama prit une grande inspiration et demanda. « Pasteur Dodd, l'homme en costume qui était ici plus tôt avec 2 garçons albinos, savez-vous qui il est ?» Le sourire du pasteur s'estompa légèrement, une lueur d'incertitude traversant son visage. « Je suis désolé, dit-il, mais je ne peux pas divulguer d'informations sur nos paroissiens à des inconnus, surtout que je ne vous ai jamais vus dans notre église. » Il les observa un instant avant d'ajouter, « Mais si vous souhaitez lui parler, il vient souvent ici avec les garçons. Soyez là à cette heure-ci, et vous aurez peut-être votre chance. » Le cœur d'Adama se serra, mais elle continua. « S'il vous plaît, c'est important. On n'a pas le temps d'attendre ces garçons. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une photo usée de 2 jeunes enfants albinos souriants. « Ce sont peut-être nos fils. » Les yeux du pasteur Dodd s'écarquillèrent en regardant la photo, puis de nouveau Adama et Elliot. Pendant un long moment, il sembla se débattre avec lui-même. Finalement, il soupira. « L'homme dont vous parlez s'appelle Stephen Harper, dit-il doucement. C'est un donateur important de notre église, très respecté dans ce quartier. Il assiste souvent aux offices avec ses garçons. » Adama ressentit une vague d'espoir. « Savez-vous où il habite ?» demanda-t-elle avec empressement. Le pasteur secoua la tête. « Je suis désolé, mais c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que vous comprenez. » En quittant l'église, Adama et Elliot ressentaient un mélange de frustration et de détermination. Ils avaient désormais un nom, Stephen Harper. Mais ils avaient encore l'impression de se raccrocher à n'importe quoi. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parking tandis qu'Adama et Elliot regagnaient leur voiture. Le café où ils s'étaient garés plus tôt était encore ouvert, une odeur de café et de viennoiserie se répandant dans la rue. Adama scruta les environs du regard, une habitude née de nombreuses années de vigilance, et elle ressentit un soulagement en constatant que la voiture du voisin importun était introuvable. Elliot posa une main douce sur son épaule. « Viens, dit-il doucement. Je conduis. On verra ça ensemble. » Adama hocha la tête et monta sur le siège passager de la voiture d'Elliot. Dès que les portes furent fermées, elle sortit son téléphone, parcourant l'écran du doigt à la recherche d'informations sur Stephen Harper. La voiture ronronna et, alors qu'Elliot sortait du parking, la voix d'Adama brisa le silence tendu. « C'est un riche homme d'affaires, dit-elle, les yeux fixés sur l'écran du téléphone. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations publiques à son sujet, juste un profil et un site web bien ficelé. » Elliot hocha la tête, les yeux fixés sur la route devant lui. « Continuez à chercher, m'encouragea-t-il. Il doit bien y avoir quelque chose qui nous soit utile. » Les minutes s'écoulèrent, rythmées seulement par le son des doigts d'Adama tapotant sur son téléphone et le doux ronronnement du moteur de la voiture.
Au moment où Elliot allait suggérer qu'ils se regroupent et élaborent un nouveau plan, Adama laissa échapper un petit cri. « J'ai trouvé une adresse, dit-elle, la voix tendue par l'excitation et l'appréhension. C'est à Léo, pas loin d'ici. » Elliot jeta un coup d'œil à l'adresse sur le téléphone d'Adama, un regard déterminé se dessinant sur ses traits. « C'est à seulement 20 minutes d'ici, dit-il. On devrait y aller. » Le trajet semblait interminable, chaque kilomètre les rapprochant de ce qu'ils espéraient être des réponses, mais aussi de la possibilité d'une déception cuisante. L'esprit d'Adama s'emballait. Et si les garçons qu'ils voyaient n'étaient pas leurs fils? Et s'ils l'étaient, mais qu'ils ne se souvenaient pas de leurs parents? Et si tout cela n'était qu'une terrible erreur? À mesure qu'ils approchaient de l'adresse, le paysage suburbain cédait la place à des propriétés plus vastes. Finalement, ils s'engagèrent dans une allée bordée d'arbres qui menait à une imposante villa. Elliot gara la voiture à une courte distance et ils restèrent tous les deux assis un moment, rassemblant leur courage. « Prêt ?» demanda doucement Elliot en serrant la main d'Adama. Elle hocha la tête, la gorge trop serrée par l'émotion pour parler. Ensemble, ils sortirent de la voiture et s'approchèrent de la propriété. Le portail était ouvert, et tandis qu'ils remontaient prudemment l'allée, ils aperçurent une silhouette familière, Stephen Harper, toujours en costume de l'église, debout à côté d'une voiture de luxe. À côté de lui se trouvait l'un des garçons albinos, sa manche vide rappelant brutalement les horreurs qu'il avait endurées. Le cœur d'Adama bondit dans sa gorge. Elle tira sur le bras d'Elliot et ils se réfugièrent rapidement derrière des buissons d'ornement au bord de la vaste pelouse impeccable. De leur cachette, ils observèrent une autre voiture de luxe s'engager dans l'allée. Un homme bien habillé en sortit, une enveloppe à la main. Les mots furent échangés à voix basse pour qu'Adama et Elliot ne les entendent pas, mais l'intention était claire lorsque Stephen Harper fit monter le garçon dans la voiture du nouveau venu. Adama sentit son monde s'écrouler. Sans réfléchir, elle jaillit de leur cachette, ignorant l'emprise désespérée d'Elliot sur son bras. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix résonnant sur la pelouse. La tête de Stephen Harper se releva brusquement, son visage se déformant de colère et de peur lorsqu'il les reconnut. « Mais qu'est-ce que tu fous ici ?» gronda-t-il en s'avançant d'un pas protecteur devant le garçon. « C'est une propriété privée. Tu es en violation de propriété. » L'autre homme semblait alarmé, son regard passant de Stephen, Adama et Elliot. Adama le remarqua à peine, toute son attention étant concentrée sur la petite silhouette pâle qui se tenait silencieusement à l'intérieur de la voiture. « S'il vous plaît, supplia-t-elle d'une voix brisée, ce garçon, c'est peut-être mon fils. S'il vous plaît, laissez-nous lui parler. » Le visage de Stephen se durcit. « J'appelle la police », a-t-il menacé en attrapant son téléphone. « Si tu ne pars pas immédiatement, je te fais arrêter pour harcèlement et intrusion. » Elliot s'avança, sa voix ferme malgré l'agitation évidente dans ses yeux. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-il en sortant son téléphone. « J'appelle la police moi-même. » Tandis qu'Elliot composait le numéro de l'inspecteur Grant et lui expliquait la situation, Adama gardait les yeux fixés sur le garçon. Maintenant, sous cette nouvelle lumière, la ressemblance était indéniable, la forme de ses oreilles, la teinte particulière de ses yeux. C'était comme contempler le fantôme de son enfant perdu. « Ce doit être notre fils disparu, Ibrahim ou Amari, » dit-elle doucement, les mots lui semblant justes. Elle se tourna vers Stephen, la voix plus forte. « Nous savons qui vous êtes, monsieur Harper, votre réputation dans la communauté est entachée, la police est en route. S'il vous plaît, dites-nous simplement la vérité. » Le sang-froid de Stephen se brisa, la peur perçant sa façade. L'autre homme, toujours debout près de sa voiture, prit soudain la parole. « Je suis désolé, mais c'est trop risqué. L'affaire est annulée. » Il se tourna vers le garçon avec un geste pressant. « Sors vite de la voiture. » Elliot réagit instantanément et se précipita pour saisir la poignée de la voiture. Il ouvrit la portière doucement mais fermement, aidant le garçon à sortir avant que Stephen n'intervienne. Le visage de Stephen se tordit de rage. « Tu ne peux pas faire ça !» cria-t-il.
Je vais te poursuivre pour tentative d'enlèvement. L'autre homme faisait déjà marche arrière, visiblement déterminé à fuir les lieux, mais avant qu'il puisse atteindre le portail, 2 voitures de police se sont arrêtées, bloquant la sortie. Le hurlement des sirènes retentissait à l'arrivée des renforts. Le détective Grant sortit d'une des voitures, ses yeux expérimentés observant la scène devant lui. « Restez tous où vous êtes », ordonna-t-il, la main posée près de son arme dans son étui. Main bien en vue. Alors que les officiers s'approchaient, le détective Grant se tourna vers Elliot. « Expliquez-moi ce qui se passe ici. » Elliot, son bras protecteur autour du garçon silencieux, raconta rapidement leurs soupçons et ce dont ils avaient été témoins. Adama ajouta ses propres observations, la voix tremblante, décrivant les similitudes entre ce garçon et leur fils disparu. Le détective Grant écouta attentivement, puis se tourna vers Steven et l'autre homme. « À ton tour, dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. La bravade antérieure de Steven s'est évaporée sous le regard sévère du détective. « Ce sont mes enfants, a-t-il insisté. Ce couple essaie de me piéger. » Le détective Grant haussa un sourcil sceptique. Il se tourna vers l'autre homme, qui s'agitait nerveusement près de sa voiture. « Et vous, quel est votre rôle dans tout ça ?» L'homme déglutit difficilement, ses yeux passant de Steven aux officiers. « Je m'appelle Lucas Carold, dit-il enfin d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je suis juste chauffeur. Je devais aller chercher le garçon et l'emmener à la clinique pour son bras, vous savez. » Les yeux de l'inspecteur Grant se plissèrent. Visiblement, il n'en croyait pas un mot. Il se tourna vers le garçon, sa voix s'adoucissant tandis qu'il s'agenouillait à sa hauteur. « Peux-tu me dire ton nom ?» demanda-t-il doucement. « Ces hommes ont-ils pris soin de toi ?» Le garçon resta silencieux, les yeux fixés sur un point lointain, apparemment inconscient du chaos qui l'entourait. Le froncement de sourcils de l'inspecteur Grant s'accentua. Il se leva et fit signe à ses agents. « Fouillez la maison », ordonna-t-il. « Trouvez l'autre garçon. » Se tournant vers Steven et Lucas, sa voix se durcit. « Je vais vous donner une chance de tout avouer. Si nous trouvons la moindre preuve de maltraitance envers ces enfants et croyez-moi, nous la trouverons où vous serez. En danger de prison à vie. Ni argent ni influence ne vous sauveront. Comprenez la menace qui planait dans l'air, lourde et inquiétante. » Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Lucas s'effondra. Son sang-froid s'effondra comme un château de sable emporté par une vague. Ses épaules s'affaissèrent, et lorsqu'il parla, sa voix était à peine plus basse qu'un murmure. « Je ne suis qu'un chauffeur, » répéta-t-il. Mais cette fois, ses mots étaient empreints de désespoir. « J'ai été engagé pour récupérer le garçon et le conduire au port. Un bateau l'attend. » Les yeux de l'inspecteur Grant se plissèrent. « Quel navire ? Où exactement ?» Lucas secoua la tête, la peur se lisant dans chaque ride de son corps. « Le port de Saint-Louis, mais je ne connais pas tous les détails. Ils nous tiennent dans l'ignorance. Je n'ai entendu que des rumeurs, des murmures, de la part des autres membres de l'équipage. » Il déglutit difficilement. « Que les propriétaires du navire sont riches et puissants. Il y a une sorte d'hôpital à l'intérieur où ils opèrent des enfants. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots, l'horreur perçant. « Mais ce ne sont que des rumeurs. Je n'y ai jamais vraiment cru. Je pensais que c'était juste un hôpital. » Le visage du détective se durcit. « Des opérations ? Quel genre d'opération ?» Le regard de Lucas se posa sur le bras manquant du garçon, puis se détourna rapidement. « Je ne sais pas exactement, mais j'ai vu du personnel médical entrer et sortir du navire. La rumeur disait qu'ils opéraient dans les eaux internationales, mais je n'en suis pas sûr. Je le jure. » L'inspecteur Grant se tourna vers Steven, l'air mêlé de dégoût et de détermination. « À votre tour. Si vous coopérez, nous pourrons peut-être vous dire quelques mots gentils. » Le mensonge était habile, une tactique maintes fois utilisée pour extorquer des aveux. La façade de Steven finit par craquer. « D'accord, d'accord, dit-il d'une voix tremblante.
Je vais tout te dire, mais tu dois comprendre que je ne suis qu'une petite partie de tout ça. Le vrai monstre, c'est Aster Schatz, le propriétaire du vaisseau. Tandis que Steven racontait son histoire, Adama sentit son monde basculer sous elle. Elle l'écoutait avec horreur révéler comment il avait acheté les garçons à un marchand d'esclaves en Tanzanie, avouant avoir pratiqué le trafic d'enfants pendant des années, les avoir vendus à Aster pour ses opérations ignobles et les avoir revendus au marché noir. Les bras du garçon avaient déjà disparu quand je les ai récupérés, dit Steven d'une voix dénuée d'émotion. Le marchand a dit qu'ils avaient été capturés par des villageois en Tanzanie alors qu'ils tentaient de s'échapper. Je les ai quand même achetés car, même sans membres, les parties du corps des albinos se vendent très cher. Le visage d'Elliot se tordit de rage. Espèce de monstre, cracha-t-il. Tu traites les enfants comme des marchandises. L'inspecteur Grant leva la main, faisant taire Elliot. Comment les garçons ont-ils atterri en Tanzanie, demanda-t-il. S'ils sont vraiment les fils des cathés, ils sont nés ici, à Saint-Louis. Steven haussa les épaules. Le marchand a dit qu'il les avait achetés à une riche famille américaine. Ils ont circulé, vendus et revendus. Je n'ai posé aucune question. Je les ai juste apportés ici, à Clayton, et je les ai gardés à la maison jusqu'à ce que le navire d'Aster soit prêt pour la prochaine fournée. Alors que la situation prenait toute son horreur, l'inspecteur Grant se tourna vers Adama et Elliot. Sa voix était douce mais ferme. Si c'est vrai, cela signifie que la nounou qui a recueilli vos garçons les a vendus à ce cauchemar pour qu'ils finissent ici. Ce n'est pas une coïncidence. Certains pourraient parler du destin ou d'une intervention divine. Adama hocha la tête, les larmes ruisselant sur son visage. Sa foi, qu'il avait soutenue pendant des années de recherche, se sentait désormais à la fois justifiée et mise à rude épreuve. Tandis que les agents de renfort sillonnaient la propriété, fouillant la maison et interrogeant le personnel, Adama et Elliot restèrent bouche bée. L'ampleur de ce qu'ils avaient découvert était presque incompréhensible. La confession de Steven se poursuivit, chaque mot ramenant à la réalité l'horreur de ce que leur fils avait enduré. Le marchand m'a dit de les emmener à l'église, dit-il d'une voix caverneuse. Il a dit qu'ils étaient habitués aux lieux de culte, que cela les calmerait. Je n'ai pas remis ça en question. Les poings d'Elliot se crispèrent, son corps tout entier figé par une rage contenue. Tu les as emmenés à l'église, cracha-t-il. Tu as exhibé nos enfants mutilés et traumatisés devant Dieu, en prétendant être un père attentionné. L'inspecteur Grant posa une main apaisante sur l'épaule d'Elliot. Je sais que c'est difficile, dit-il doucement, mais nous devons rester concentrés. Chaque détail pourrait être crucial pour démanteler cette opération et retrouver d'autres victimes. Adama, jusque-là silencieuse, prit enfin la parole. Sa voix était douce, mais imprégnée d'une force née d'années d'espoir et de souffrance. Je comprends, dit-elle, sans quitter des yeux le garçon silencieux qui se tenait à proximité. J'ai vécu des horreurs similaires en Afrique, la peur, la menace constante, mais j'avais ma famille. Nos garçons n'avaient que l'un pour l'autre. L'inspecteur hocha la tête solennellement. Madame Caté, j'ai déjà vu des cas comme celui-ci, des albinos ciblés par le trafic, leur partie du corps vendue pour des rituels. Mais cette opération internationale, c'est d'une autre ampleur. Tandis qu'il parlait, un brouhaha près de la maison attira leur attention. Les policiers emmenaient une autre petite silhouette pâle, le deuxième garçon. Le cœur d'Adama bondit lorsque les deux enfants furent réunis. Ils s'enlaçaient maladroitement de leurs bras restants, leur visage affichant la première émotion depuis leur découverte. Un travailleur social est arrivé sur les lieux, s'est présenté avant d'aborder les garçons. Ces tentatives pour les engager se sont heurtées au silence, leur regard demeurant distant et vague. Se tournant vers Adama et Elliot, le travailleur social avait un visage grave. Ce ne sera pas facile, dit-il doucement. Ils sont profondément traumatisés, probablement victimes d'un lavage de cerveau. Mais il y a de l'espoir. Avec du temps, une thérapie et de l'amour, la guérison est possible. Je vais faire appel à un pédopsychiatre pour les accompagner. Adama hocha la tête, les larmes coulant sur son visage.
La route serait longue et difficile, mais pour la première fois depuis des années, une voie s'ouvrait. Alors que la police s'apprêtait à transporter tout le monde au poste pour les dépositions officielles, Elliot se tourna vers Adama. « Si tu n'avais pas insisté pour aller à cette église aujourd'hui, dit-il doucement, on ne les aurait peut-être jamais retrouvés. »« Tu n'as jamais perdu espoir, » répondit-elle. Les gyrophares des voitures de police coloraient le crépuscule de nuances de rouge et de bleu alors que le groupe s'apprêtait à partir pour le poste. Adama, épuisé émotionnellement et physiquement, s'appuya contre Elliot pour le soutenir tandis qu'il marchait vers une voiture de police qui les attendait. Soudain, un visage familier attira l'attention d'Adama à la porte. Son cœur s'emballa lorsqu'elle reconnut sa voisine turbulente, Méline Terra, debout là, l'air choqué sur son visage âgé. « Inspecteur Grant », lança Adama d'une voix tendue. « Pourriez-vous venir un instant ?» Alors que le détective s'approchait, Adama désigna la vieille femme. « C'est ma voisine », expliqua-t-elle. « Celle qui m'a harcelé et traqué toute la journée. Elle a dû nous suivre jusqu'ici. » Les yeux de l'inspecteur Grant se plissèrent tandis qu'il prenait conscience de la situation. Ensemble, ils s'approchèrent de Méline, qui sembla se rétrécir sous leur regard. « Madame, » dit fermement le détective, « j'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous suivez Madame Katé. » Méline resta silencieuse un long moment, son regard oscillant nerveusement entre Adama et le détective. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure, « Je m'appelle Méline Terre, et je suis vraiment désolé. Je ne le savais pas, jusqu'à ce que j'apprenne cela tout à l'heure. Je suis désolé de vous avoir écouté et traqué. » Les larmes montèrent aux yeux de la vieille femme tandis qu'elle continuait, « Mes parents m'ont toujours dit que les albinos étaient des démons, envoyés pour semer le trouble et la peste dans la communauté. Je les ai crus, même jusqu'à un âge avancé. Mais en entendant tout cela, je n'imaginais pas à quel point la situation était difficile pour vous. » Adama sentit un mélange complexe d'émotions tourbillonner en elle, colère, pitié, une sorte de compréhension lasse. « Comment peut-on penser que nous sommes si différents ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Nous sommes des êtres humains, nous essayons simplement de naviguer dans ce monde complexe. Nous avons des sentiments, des espoirs, des rêves. Nous ne sommes pas de simples réceptacles d'une force mystique. » Méline hocha la tête, la honte lisant chaque trait de son visage. « Tu as raison, » admit-elle. « J'étais aveuglé par les préjugés et l'ignorance, et à cause de ça, j'ai vu quelque chose il y a des années, mais je n'ai rien dit. » Adama avait le souffle coupé. « Que veux-tu dire ?» La voix de Méline était lourde de regret. « La nuit où vos garçons ont disparu, j'ai vu la nounou les emmener hors de la maison. Ça m'a semblé étrange, mais je ne voulais pas m'en mêler. Je ne m'en souciais pas assez pour l'en empêcher. » L'inspecteur Grant s'avança, l'air intense. « Madame, je vais vous demander de venir au poste et de faire une déclaration officielle. Cela pourrait être crucial pour retrouver la nounou et les autres membres de ce réseau de trafiquants. » Tandis que Méline acquiesçait d'un signe de tête et était reconduite à sa voiture sous surveillance policière, Adama ressentit un étrange sentiment de soulagement. Le voisin qui lui avait causé tant de stress était devenu, d'une manière perverse, la clé qui lui avait permis de découvrir toute la vérité sur ce qui était arrivé à ses fils. En montant à l'arrière d'une voiture de police avec Elliot, Adama s'est retrouvé à réfléchir aux événements de la journée, à quelle vitesse tout avait changé, comment une simple décision d'aller dans une autre église avait déclenché une chaîne d'événements qui a conduit à ce moment. « C'est incroyable, » dit-elle doucement à Elliot, « comment les préjugés et les idées préconçues peuvent aveugler les gens à l'humanité des autres, mais aussi comment, lorsque ces œillères sont retirées, la guérison et la compréhension peuvent commencer. » Elliot hocha la tête et lui prit la main. « Nous avons un long chemin à parcourir, » dit-il d'une voix mêlant détermination et tendresse, « mais nous sommes ensemble. Nous allons offrir à nos garçons les meilleurs soins possibles et nous allons reconstruire notre famille à partir de zéro. » Alors que la voiture de police s'éloignait, se dirigeant vers le poste de police et le prochain chapitre de leur vie, Adama ressentit une bouffée d'espoir. Le voyage serait difficile, la guérison lente et douloureuse, mais pour la première fois depuis des années, elle entrevoyait un avenir où sa famille serait à nouveau unie.
Le soleil s'était complètement couché, le ciel nocturne était un tapis d'étoiles au-dessus d'eux. Tandis qu'ils traversaient les rues tranquilles, Adama prononça une prière silencieuse de remerciement, pour avoir la chance de tenir à nouveau ses fils dans ses bras, pour avoir pu les aider à guérir, et pour se rappeler que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent éclairer le chemin.